Chapitre 1. La vue depuis Hunter's Edge, c'était le genre de matinée qui étouffait à la fois les sons et les pensées, grises et silencieuses, avec la brume qui s'enroulait sur les pelouses vallonnées de Hunter's Edge et l'humidité automnale qui s'infiltrait jusqu'à la moelle de la terre. Une fine bruine collait aux haies comme un souffle sur un miroir, et les corbeaux s'étaient tus comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. L'inspecteur Harold Finchley ajusta son chapeau pour se protéger de l'humidité et examina la maison devant lui. Un vaste manoir géorgien, à la grandeur défraîchie, situé en retrait de la route, derrière un portail en fer forgé et 2 lions de pierre patinés par le temps. Il avait appartenu à la famille Ashford, puis était passé au Devenish par mariage et par fortune. Désormais, il n'appartenait plus à personne. Le corps à l'intérieur avait changé cela. Il avait reçu l'appel juste après 7 heures. Tonton est mort, la voix avait dit coupée, contrôlée, féminine, poignardée dans la véranda. Veuillez venir immédiatement. Finchley n'avait posé qu'une seule question. La porte était-elle verrouillée? Oui, elle avait répondu. De l'intérieur. Alors qu'il remontait l'allée de gravier, ses bottes craquant faiblement dans le silence, il s'étonnait du silence qui régnait. Un meurtre avait été commis dans la maison et pourtant aucun signe ne se faisait sentir. Pas de vagabondage de domestiques, pas de pas en courant, pas de cris. La grande demeure sommeillait comme si la tragédie n'était qu'un meuble de plus à polir et à préserver. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il puisse frapper, révélant une jeune femme d'environ 27 ans. Ses yeux étaient bleu-gris, intelligents et fatigués. Elle portait une robe en laine vert forêt ceinturée et n'était pas maquillée. Dans un autre décor, elle aurait pu être remarquable. « Inspecteur Finchley » demanda-t-elle. « Je suis Clara Devenish. »« Veuillez entrer. » Il entra et retira son chapeau. L'air était chaud, mais chargé d'une tension si intense qu'on la sentait, comme l'odeur âcre de l'ozone avant l'éclair. L'intérieur était exactement ce qu'on pouvait attendre d'une propriété de campagne. Au plafond, portraits ancestraux, au regard accusateur, boiseries sombres et polies, et une légère odeur de cire d'abeilles et de vieux tabac. Sans plus de politesse, Clara le conduisit dans un long couloir recouvert de moquettes jusqu'à l'arrière de la maison. C'est pas doux, mais certain. « C'est arrivé juste après le petit déjeuner, » dit-elle. Oncle lisait habituellement son journal dans la véranda pendant environ 1 heure avant de commencer sa correspondance. Je suis allé voir comment il allait, car le plateau de thé n'avait pas été touché. Elle ouvrit une paire de portes vitrées. La véranda était inondée d'une lumière grise, et ses plantes, fougères, palmiers, une passiflore rampante, se pressaient contre la vitre comme des voyeurs. Au milieu de cette jungle se tenait la silhouette d'un homme, parfaitement, droit dans un fauteuil en osier à haut dossier, la tête légèrement penchée comme s'il écoutait une conversation lointaine. Il était vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, les doigts posés sur les accoudoirs sculptés du fauteuil. La poignée d'un petit poignard, élégant et ouvragé, saillait au centre de sa poitrine. Il n'avait pas versé une seule goutte de sang sur le sol. Finchley s'accroupit près du corps. « Pas de lutte ? Rien que nous ayons pu voir, » répondit Clara. « Et le poignard ?
il ne vient pas de la maison. Tante Lénora a dit qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Où sont les autres? Dans le salon. J'ai demandé à tout le monde de rester. Finchley se leva. Vous dites que les portes étaient verrouillées. Oui. Celle-ci, elle désigna la porte du jardin, était verrouillée de l'intérieur, et celle par laquelle nous sommes entrés était fermée à mon arrivée. Il se retourna. Et les fenêtres? Ils sont tous attachés. Finchley resta silencieux un instant, puis se tourna vers elle. Tu as dit « nous » ? Qui est dans la maison? Clara hésita. Nous sommes 6, moi y compris. Mon cousin Anthony, ma tante Lénora, monsieur Ewan Rigby, l'assistant de mon oncle, et 2 invités, Marius Vail et sa sœur Daphné. Ils sont arrivés il y a 3 jours pour l'anniversaire de mon oncle. Il faisait la fête? Pas vraiment. Il aimait rassembler les gens. Finchley jeta un nouveau coup d'œil au cadavre. Et maintenant, quelqu'un l'a décroché. Le salon était un portrait angoissé. C'était un bel espace, de hautes fenêtres, des bibliothèques en chêne, une imposante cheminée encadrée de bustes en albâtre. Mais rien de son raffinement ne pouvait masquer l'énergie nerveuse qui régnait chez ses occupants. Anthony Deveniche, 35 ans, nerveux et agité, avec une tignasse noire et le regard perçant d'un homme habitué à voir les angles. Il était affalé contre la cheminée, une cigarette à la main, la tapotant à plusieurs reprises sur un plateau vide, bien qu'il ne l'ait pas allumé. Tante Lénora était assise, raide, sur le canapé de velours, enveloppée dans un châle couleur prune, qui accentuait sa mélancolie théâtrale. Elle reniflait souvent, bien qu'aucune larme n'ait coulé. Ewan Rigby se tenait près des fenêtres, grand et droit, les mains jointes devant lui, comme un porteur de cercueil. Il semblait, remarqua Finchley, non pas choqué, mais épuisé, laid. Frères et sœurs, Val était assis légèrement à l'écart. Marius, au teint sombre et impeccablement coiffé, dégageait le charme d'un homme habitué à faire tourner les têtes. Sa sœur Daphné, pâle et éthérée, contemplait le jardin avec le détachement d'un poète ou d'un rêveur d'opium. Finchley s'adressa à eux sans préambule. Il y a eu un meurtre. Monsieur Horace Deveniche a été poignardé entre 8 et 9 heures ce matin. L'arme est inconnue de la famille. La véranda était fermée à clé de l'intérieur. Je vous demanderai de témoigner chacun d'entre vous. Un murmure parcourut le groupe. Verrouillé de l'intérieur? Dit Marius Vail d'une voix doucereuse. Est terriblement gênant pour le tueur. Tu crois que c'est un jeu? Rétorqua Anthony. Messieurs, interrompit Finchley, je suggère de ne pas spéculer. Les faits d'abord. La vérité, je vous le promets, éclatera en temps voulu. Il s'arrêta, son regard balayant le groupe. D'ici là, personne ne doit quitter la maison ni le terrain. Je vais contacter le commissaire pour qu'il mette en place une équipe. Pour l'instant, considérez-vous comme assigné à résidence de manière informelle. Sommes-nous suspects? Haleta tante Lénora. Finchley se tourna vers elle. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui ne l'est pas, oui. Au moment où les déclarations, brèves, vagues et largement identiques, furent recueillies, le soleil avait percé la brume. Mais il n'apportait aucune chaleur. Finchley se tenait de nouveau dans la véranda, observant le corps. Horace Deveniche avait 72 ans, plus vif que jamais de la vie générale. Pas de maladie, pas d'ennemis connus, pas aimé peut-être, mais respecté. Craint
même. Il n'y avait aucune trace d'effraction. L'arme était unique. Un stylet florentin avec un manche en ivoire sculpté. Introuvable. Personnel. Le genre de couteau que quelqu'un apporte avec un but précis. Curieux, murmura Finchley. À ce moment-là, le bruit d'une voiture remontant le chemin de gravier parvint à ses oreilles. Il se retourna et se dirigea vers la porte d'entrée. Une petite Daimler noire ronronnait comme un chat satisfait. La portière s'ouvrit et un homme compact, à l'allure soignée, sortit, vêtu d'un costume 3 pièces gris et de chaussures vernies si cirées qu'on y voyait des nuages. Il retira son chapeau, révélant une tête en forme d'œuf, une moustache impeccable et des yeux qui brillaient d'intelligence. « Hercule Poirot, dit-il en s'inclinant légèrement. J'ai cru comprendre qu'il y avait une pièce fermée à clé. Et un mort à l'intérieur ? Chapitre 2. La pièce fermée à clé et les invités d'anniversaire. La pièce n'avait pas changé. Le défunt restait assis comme s'il attendait son thé. Les vrilles rampantes de la passiflore au-dessus commençaient à s'affaisser sous la chaleur de midi, leurs fleurs observant silencieusement, telle une assemblée de personnes en deuil. Poirot se tenait parfaitement immobile dans l'embrasure de la porte de la véranda, les mains jointes derrière le dos. Son regard s'imprégnait de chaque détail, la symétrie de la scène, l'immobilité surnaturelle du cadavre, l'absence de désordre ou de panique. Rien de désordonné, rien d'accidentel. Un homme est assis seul dans une pièce fermée à clé, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour l'inspecteur Finchley, et meurt d'une lame en plein cœur, proprement, rapidement, et sans le moindre murmure de lutte. Mon ami, qu'observez-vous ? Finchley, habitué à la tendance de Poirot, à poser des questions rhétoriques, répondit d'un ton neutre. Je constate que personne n'aurait pu partir sans être vu ou sans déverrouiller les portes ou les fenêtres. C'est une boîte scellée et le tueur s'est volatilisé. Poirot s'avança, les yeux fixés non pas sur le corps, mais sur le plancher. On ne disparaît pas dans les airs, seulement une diversion, et parfois la foi en la cécité humaine. Puis-je m'approcher ? Finchley hocha la tête. Poirot s'accroupit près de la chaise, inclinant la tête. « Vous voyez ici ?» dit-il en désignant le gilet de l'homme. « Il n'y a aucune déchirure, aucune difficulté, aucun angle d'entrée maladroit. Il a été placé, il mima délicatement le mouvement, exactement entre la 4e et la 5e côte, avec précision. Il était assis quand c'est arrivé, a déclaré Finchley. Ou on l'a fait paraître ainsi après coup, ajouta Poirot. Mais oui, peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Il désigna une petite tache sombre, presque imperceptible, sur l'accoudoir droit du fauteuil. Pas du sang, de l'encre peut-être. Ça m'a manqué. Ne te décourage pas, mon ami. Tu es comme le bulldog anglais, loyal, déterminé et toujours en train de mâcher ce qui se trouve devant toi. Mais parfois, il se tapota le front. Ce n'est pas dans la mastication que ça se passe, mais dans la vision. Poirot se leva et se tourna vers les portes vitrées. Vous dites qu'elles étaient verrouillées ? Verrouillées de l'intérieur ? Finchley fit un geste. Les 2 portes, la porte principale et la porte du jardin, étaient sécurisées. Aucun signe d'effraction, aucun verrou n'avait été manipulé. Et les fenêtres, bien verrouillées.
Alors parlons à ceux qui sont à l'intérieur. Les vivants trahissent souvent les morts par la parole. Le salon était devenu plus froid, bien que le soleil filtre à présent par les hautes fenêtres. Les 6 invités, bien que assis plus formellement qu'auparavant, semblaient désormais plus effilochés. L'entrée de Poirot apportait avec elle un curieux mélange de méfiance et d'espoir. Il s'inclina avec la courtoisie du vieux monde. « Mesdames, messieurs, je m'appelle Hercule Poirot. On m'a demandé d'intervenir dans la délicate affaire de la mort de M. Devenish. Je vous assure que je n'accuse pas, je ne présume pas, mais j'observe. Et la vérité, elle finit toujours par se la dire, n'est-ce pas? Anthony Devenish, qui avait allumé une autre cigarette qu'il n'avait pas l'intention de fumer, émit un grognement moqueur. « Alors, vous êtes venu résoudre l'impossible, n'est-ce pas ?» Poirot lui adressa un sourire patient. « L'impossible, monsieur? Je ne crois pas. Difficile, oui. » Curieux, en effet. Mais pas impossible. Commençons par ce qui s'est passé hier soir. Vous étiez tous là, si j'ai bien compris. Tante Lénora prit sur elle de parler en premier. C'était l'anniversaire d'Horace. Nous avons dîné à 8 heures. Le cuisinier a servi du canard laqué, comme toujours. Il a insisté, disant que cela lui rappelait ses années à Oxford, même si je soupçonne que c'était surtout pour mettre les autres mal à l'aise. Elle s'essuya les yeux à nouveau. Ensuite, nous sommes allés au salon. Bridge, sherry, conversation. Il était d'une humeur rare, plutôt cinglant. Poirot haussa un sourcil. Pointé du doigt, critique, dit Anthony. Il avait un talent pour ça. Planter le couteau dans la plaie, métaphoriquement parlant, même si je vois qu'il a finalement été pris à son propre piège. « Anthony !» s'exclama Clara. « C'était ton oncle. »« Oui, et une personne misérable, » répondit Anthony. Mais il n'y avait aucune rancune derrière ces mots, seulement de la lassitude. Poirot se tourna doucement vers Clara. « Mademoiselle, vous avez trouvé... » « Le corps ? Oui. Ce matin, vers 8h15. Tu es entrée seule ? » Elle hocha la tête. Il n'avait pas touché à son thé. J'ai frappé, puis j'ai ouvert les portes de la véranda. Il était assis là. Je n'ai même pas crié. C'était trop calme pour ça. Poirot lui adressa un léger signe de tête, approbateur. Et personne d'autre n'était réveillé. Madame Fitz, la gouvernante, était dans la cuisine. Les autres sont descendus après que j'ai sonné. Le regard de Poirot se posa sur Marius et Daphné Val. « Vous êtes des invités, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène à Hunter's Edge ?» Marius répondit d'un ton sec. « Horace nous a invités. Lui et notre père étaient de vieux adversaires, tous deux avocats. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises au tribunal. Je suppose qu'Horace voulait rencontrer la nouvelle génération de Vallès avant de mourir. » Poirot pencha la tête. « C'est plutôt inhabituel. Et vous avez accepté, par curiosité ?» répondit Marius en haussant les épaules. Et Daphné pensait que la campagne lui calmerait les nerfs. Daphné, qui n'avait pas encore parlé, tourna alors ses yeux pâles vers Poirot. « Monsieur Devenish m'a fait peur, » dit-elle doucement. « Pas physiquement, mais il disait des choses discrètes, comme s'il savait ce que vous pensiez avant même que vous ne le disiez. » Le regard de Poirot s'attarda un instant sur elle. « Oui, dit-il, il avait le don de l'avocat pour la dissection.
et celui du tueur pour la précision. Un silence s'installa, Poirot recula. Il y a une phrase que j'ai toujours gardée précieusement. Tout le monde ment, mais la vérité, elle, laisse des empreintes. Je parlerai à chacun de vous en privé. En attendant, je vous demande de rester où vous êtes. Ne discutez pas, ne touchez pas à vos souvenirs. Ce sont des choses délicates. Lui et Finchley se retirèrent dans le bureau où feu Horace Devenish avait conservé sa bibliothèque et son secrétaire. La pièce sentait le vélin et la fumée de pipe. Poirot avançait lentement, ne touchant à rien, observant tout, la disposition des meubles, la position d'un tapis usé, une horloge qui sonnait avec une demi-seconde de retard. « Voyez-vous, dit Poirot, cet homme a vécu seul, mais avec précision. Rien n'est négligé ici. Tout est à sa place. Il en va de même pour sa mort. » Finchley était assis, raide, près du foyer. « Tu crois que c'était quelqu'un de proche ? » « Je pense, dit Poirot, qu'un inconnu ne tue pas en silence et ne laisse pas une pièce fermée. Non, c'était intime, méthodique, peut-être planifié, peut-être impulsif, mais pas aléatoire. » Il se tourna vers Finchley. « Et le poignard ? C'est différent de tout ce qui se trouve dans la maison. C'est une antiquité, peut-être italienne. Il n'y a aucune marque de fabrique. Alors c'est le tueur qui l'a apporté ici. On ne tombe pas sur une telle chose par hasard. On la porte avec un but précis. » Le regard de Poirot se porta vers la fenêtre. « Nous devons comprendre, non seulement qui a souhaité la mort d'Horace Devenish, mais aussi qui a eu le talent de faire croire que la pièce l'avait tué. » Chapitre 3. L'assistant et le cabinet verrouillé. La brume matinale s'était dissipée à midi, révélant toute l'étendue du domaine. Des pelouses impeccables, un petit lac d'agrément et, au-delà, les bois denses qui encadraient la propriété, tel un rideau de théâtre. Mais le véritable drame, Poirot le savait, se jouait entre les murs polis de Hunter's Edge. La maison était à la fois une scène et un piège. Dans le salon, les 6 personnes impliquées dans l'affaire avaient été priées de rester. Le thé avait été servi sur un plateau d'argent, mais peu y avaient touché. Même les affectations de tante Lénora s'étaient apaisées, ses broches scintillant silencieusement tandis qu'elle fixait le vide. Poirot, ayant terminé son examen préliminaire de la véranda et du bureau, demanda à parler seul à M. Ewan Rigby, l'assistant du défunt. Ils se retirèrent une fois de plus dans le bureau. C'était une pièce curieuse, aménagée non pas pour le confort, mais pour le contrôle. Les étagères étaient remplies de livres de droit, de revues et de dossiers judiciaires. Pas de photographies, pas de récompenses, juste des volumes de jurisprudence et pas un seul portrait de famille en vue. Derrière le bureau, une armoire vitrée était fermée par une serrure en laiton. Ewan Rigby entra avec la raideur d'un homme se présentant à l'audience. Il avait la quarantaine, une tenue soignée, mais sans aucune élégance. Sa cravate était sobre, ses chaussures cirées, sa raie de cheveux tracée avec une précision mathématique. Il ne s'asseyait que lorsqu'on l'y invitait et gardait les mains jointes sur ses genoux, comme un collégien en confession. Poirot l'étudia un instant avant de parler. « Monsieur Rigby, je crois comprendre que vous travaillez pour Monsieur Devenish. Depuis combien d'années ? » « 9, répondit Rigby. « Je suis arrivé peu après son départ à la retraite. »
Ah oui, il n'aimait pas avoir les mains libres, j'imagine. Non, monsieur, il est resté actif dans l'arbitrage et le conseil juridique privé. Il a parfois été consulté sur des procès difficiles en coulisses. Le décririez-vous comme bien-aimé? Les lèvres de Rigby se contractèrent. Respecté, monsieur Poirot. Poirot sourit doucement. Le respect. C'est un compagnon froid dans la vieillesse. Il préférait que ce soit ainsi. Il valorisait la précision, la discipline, l'ordre. Le regard de Poirot glissa vers l'armoire verrouillée. Et des secrets? Rigby se raidit légèrement. Il avait un sens aigu de l'intimité. La confidentialité n'est qu'un autre mot pour dire dissimulation, monsieur. Puis-je vous demander qui avait accès à ce meuble? Personne, dit Rigby. Seulement monsieur Devenish. Même moi, je n'avais pas le droit de l'ouvrir. Il gardait la clé sur lui en permanence, soit sur une chaîne autour du cou, soit dans le tiroir près de son lit. Poirot s'approcha du cabinet. Et maintenant? La clé n'est pas dans le tiroir. Elle n'a pas non plus été retrouvée sur lui. Poirot leva brusquement les yeux. Ah, curieux, n'est-ce pas? Un homme a été assassiné et la clé de son armoire privée a disparu. Sauriez-vous ce qu'elle contenait? Rigby hésita, puis secoua la tête. Seulement qu'il y conservait ses papiers personnels. Des notes juridiques, de la correspondance, quelques dossiers sensibles. Sensibles à qui? Pour d'autres, monsieur Poirot. Monsieur Devenish avait l'habitude d'accumuler ce qu'il appelait un pouvoir moral. Chantage? Rigby se hérissa. Pas au sens vulgaire du terme. Il a simplement conservé des choses qui pourraient servir à la justice plus tard, ou la vengeance. Silence. Poirot s'approcha et inspecta la serrure de l'armoire. Ce n'était pas une agression. La personne qui a ouvert savait ce qu'elle cherchait. La clé a été volée, soit avant le meurtre, soit après. Il se tourna vers Rigby. « Monsieur, où étiez-vous ce matin avant la découverte du corps? Je suis descendu juste avant que la cloche ne sonne. J'étais dans ma chambre, en train de lire. Seul? Oui. Personne ne peut le confirmer. Non. Et hier soir, après le bridge, j'ai pris ma retraite anticipée. Monsieur Devenish et moi avons eu un petit désaccord à propos d'une note d'enquête. J'ai préféré le laisser se calmer. Ce désaccord était-il sérieux? Rigby serra légèrement la mâchoire. Pas plus que d'habitude. Poirot a pris une note dans son journal de poche. Une dernière question. Votre employeur a-t-il mentionné avoir reçu des lettres inhabituelles récemment? Des messages anonymes? Des visiteurs inattendus? Rigby hésita, puis dit « Il y a 2 semaines, il a reçu une simple feuille de parchemin. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture, juste un dessin. » Poirot leva brusquement les yeux. « Un dessin ?» Rigby hocha la tête. D'une ombre, la silhouette d'un homme debout sur un seuil. Voilà à quoi cela ressemblait. Pas de signature, pas de mots. Et il l'a gardé? Je crois que oui. Il était peut-être dans le cabinet. Merci, monsieur Rigby. Vous avez été très précis. Je trouve cela à la fois utile et, comment dire, rarement complet. Les yeux de Rigby se rétrécirent, mais il ne dit rien et sortit avec une dignité tranquille. Poirot resta dans le bureau, les yeux rivés sur le placard. L'idée de l'ombre le perturbait.
Non pas parce qu'elle était dramatique, non. Poirot avait vu des choses bien plus étranges en son temps, mais parce qu'elle suggérait un message destiné à un seul homme, un avertissement. Un souvenir? Une menace? Ou pire, une promesse? Il monta à l'étage jusqu'à la chambre principale. La porte était déverrouillée, le lit soigneusement fait. C'était une pièce masculine. Des meubles en bois sombre. Une collection de boutons, de manchettes disposées avec une précision militaire et une carafe de cognac sur un plateau. Poirot inspecta le tiroir de la table de chevet. Il était vide, à l'exception d'un recueil de poésie de Tennyson et d'un petit crucifix en argent. La clé n'était pas là. Poirot se tourna pour partir et s'arrêta. Quelque chose à propos du Miroir. Il était trop parfaitement incliné vers la porte. Poirot s'approcha de son reflet et, de là, remarqua quelque chose derrière l'armoire. Un fin morceau de parchemin coincé entre le bois et le mur. Le récupérant délicatement avec sa pince à épiler, il le déplia et l'observa. C'était un dessin. Un homme? Non. L'ombre d'un homme, debout, seul, sous une arche de pierre. Le style était simple, enfantin. Mais la posture de la silhouette Était indéniablement menaçante. Pas de mots, pas de signe. Poirot le fixa longuement. Plus tard dans l'après-midi, il rejoignit l'inspecteur Finchley dans le couloir devant le bureau. L'inspecteur était visiblement plongé dans ses pensées. J'ai parlé à la femme de ménage. Elle dit que M. Devenish était devenu paranoïaque la semaine dernière. Il fermait sa chambre à clé tous les soirs. Il ne répondait pas sans son nom complet. La peur fait des choses étranges à un homme logique, répondit doucement Poirot. As-tu appris autre chose? Oui. À propos de mademoiselle Daphnéval? Poirot haussa un sourcil. Elle est somnambule. Ah, dit Poirot en plissant les yeux. C'est une complication. Pourquoi? Parce que maintenant, mon ami, nous devons nous demander non seulement qui est entré dans la pièce, mais aussi qui a pu errer à proximité sans s'en rendre compte. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres à travers la vitre de la véranda, Poirot se tenait de nouveau devant le fauteuil en osier. Le poignard restait là, luisant faiblement, dans les dernières lueurs du jour. La pièce était toujours fermée à clé, dans tous les sens du terme. Il plia le dessin et le glissa dans son carnet. L'ombre était entrée. Et maintenant, Poirot allait la suivre. Chapitre 4. La sœur et les pantoufles de soie. Il y avait quelque chose de particulièrement tragique à propos de Daphnéval, même si Hercule Poirot ne pouvait pas encore décider si c'était naturel ou cultivée. Elle était assise à la banquette près de la fenêtre du petit salon, les mains pâles, jointes, sa silhouette élancée enveloppée d'un doux châle ivoire qui lui donnait l'apparence d'un fantôme au repos. Dehors, la lumière du soleil se reflétait dans les branches des arbres comme de l'or filé, mais le regard de Daphné ne semblait pas le percevoir. Elle fixait plutôt quelque chose de bien plus lointain, comme si elle voyait un endroit qu'elle seule pouvait atteindre. Poirot entra doucement dans la pièce. Elle tourna lentement la tête, les yeux écarquillés et incertains, puis esquissa un léger sourire cassant. « Vous souhaitez me parler, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure porté par le vent. « Si vous aviez l'amabilité, mademoiselle, » répondit-il en prenant le fauteuil en face d'elle. « Vous étiez très silencieuse ce matin. »
C'est compréhensible, oui. Le chagrin et le choc sont des compagnons cruels. Mais maintenant, peut-être pourriez-vous m'aider à comprendre. Votre hôte, votre dernière soirée avec lui. Daphné hocha lentement la tête comme si elle traitait chaque mot à tour de rôle. Il me mettait mal à l'aise. Dit-elle enfin. Horace de Veniche. Il était poli, toujours, jamais cruel. Mais c'était son... Attention. Il observait les gens comme on lit des dossiers juridiques. Je me sentais exposé, comme si j'avais déjà dit quelque chose, de mal, même en silence. Poirot inclina la tête. Et ton frère? A-t-il ressenti la même chose? Daphné hésita. Marius peut charmer n'importe qui. Il riait des petites cruautés d'Horace. Il appelait ça du théâtre intellectuel. Mais je ne crois pas qu'il aimait cet homme. Pas vraiment. Tu ne connais pas les Devenish depuis longtemps? Non. Nous n'avons rencontré M. Devenish qu'une seule fois auparavant, lors d'un dîner juridique à Londres. Marius était invité en tant que figure montante du droit privé. Monsieur Devenish nous a parlé là-bas, et, quelques semaines plus tard, il nous a écrit pour nous inviter ici. Marius a pensé que cela pourrait être instructif. Poirot croisa les mains. « Dites-moi, mademoiselle, dormez-vous profondément ?» Elle cligna des yeux. « Pardon ? » « La nuit. Dormez-vous sans être dérangé ?» Une rougeur effleura ses joues pâles. « Pas toujours. Je marche en dormant, parfois. Ça fait des mois que je ne l'ai pas fait. Mais la femme de ménage en a parlé à l'inspecteur, je crois. Elle m'a vu dans le couloir il y a 2 nuits. Poirot hocha la tête. Et hier soir? Je ne m'en souviens pas. C'est bien là le problème, non? Je me suis réveillé dans mon lit comme d'habitude. Je n'avais aucune raison de penser que j'avais bougé. Il se pencha, doucement. Mademoiselle, êtes-vous parfois consciente, dans ces moments-là, même faiblement, des images, des sons, parfois? C'est comme entendre un rêve à travers l'eau. Avez-vous entendu quelque chose ce matin? Un bruit, une voix, le carillon de l'horloge comtoise. Daphné fronça les sourcils, les lèvres serrées. Oui, j'ai entendu des pas, légers, traverser un parquet, et une porte se fermer. C'était très lointain. Je me souviens d'une odeur, de gardénia. Poirot haussa les sourcils. Curieux. Pourquoi? Parce que M. Devenish ne portait pas de parfum, mais quelqu'un d'autre dans cette maison en portait. Les doigts de Daphné s'agrippèrent au châle. Je ne suis pas allée au conservatoire, dit-elle rapidement. Je n'aurais pas pu. Je n'aurais jamais... Poirot leva la main. Mademoiselle, je ne dis pas que vous l'avez fait, mais en vérité, elle est comme un chat, elle se glisse toujours derrière les rideaux. Il ne faut pas l'effrayer. Il se leva, ses manières soudainement vives. Encore une chose. Tu portes des pantoufles le soir? Oui. Puis-je les voir? Elle les récupéra sous une table basse. C'étaient des chaussures en soie douce. Couleur ivoire comme son châle, légèrement brodé de fleurs. L'une d'elles, remarqua Poirot, avait une tache sombre sur la semelle. Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une grande aide. Alors qu'il se tournait pour partir, la voix de Daphné l'arrêta. Monsieur Poirot, pensez-vous que quelqu'un dans cette maison l'a tué? Il la regarda fixement.
Je pense, dit-il, que seule une personne à l'intérieur de cette maison aurait pu le faire. Poirot trouva Finchley dans le hall, fixant une étroite table d'appoint qui contenait une jardinière antique pleine de lys fanés. « Elle dit qu'elle est somnambule, » marmonna Finchley. « Alibi parfait. Vous commettez un meurtre, vous dites que vous n'étiez pas réveillé. » Poirot émit un petit son de désaccord. « Non, non, ce n'est pas un alibi, c'est une confusion. » Il faut savoir non seulement ce qui a été fait, mais aussi ce qui a été cru. Dites-moi, le personnel de maison, qu'ont-ils rapporté hier soir? Finchley a vérifié ses notes. La femme de chambre, Lily, dit avoir entendu des pas à l'étage entre minuit et 1 heure. Elle a supposé que c'était mademoiselle Daphné. Madame Fitz, la gouvernante, dit n'avoir rien entendu, mais avoir senti du parfum près de l'escalier en se rendant à la cuisine avant l'aube. Gardénia? Oui. Poirot tapota ses doigts. Et les pantoufles? Je les ai déjà envoyées pour des tests. Il y a de la terre sur l'un d'eux, peut-être celle du conservatoire. Alors elle était là, ou alors quelqu'un portait ses pantoufles, dit Poirot. Réfléchis, mon ami, le tueur aurait besoin de Padoue, d'une diversion. Quoi de mieux que les chaussures de la femme que personne ne remettrait en question pour avoir erré la nuit? Finchley haussa un sourcil. Tu crois qu'on l'a piégé? Les yeux de Poirot brillèrent. Je pense que nous regardons une pièce de théâtre et que quelqu'un modifie le scénario. Plus tard dans la soirée, Poirot errait dans les allées du jardin, tandis que le ciel prenait des teintes pêche et or. Les haies étaient envahies par endroits, et la roseraie, autrefois si fière, commençait à pâlir avec la saison. La maison se dressait derrière lui, majestueuse et fatiguée, ses nombreuses fenêtres captant les dernières lueurs du jour, comme les yeux ternes d'un vieux portrait. Au pied de la véranda, Poirot s'agenouilla et examina le parterre de fleurs. Une petite traînée d'empreintes s'éloignait du bâtiment, très faible, presque invisible dans le sol meuble. Mais Poirot les suivit attentivement, pas à pas, jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous le cadran solaire. Il se retourna et regarda la paroi vitrée de la véranda. Si la pièce avait été verrouillée de l'intérieur, il n'y avait qu'une seule explication. Quelqu'un était parti et revenu. Ou n'était jamais vraiment parti. Il sortit 1 mètre ruban de sa poche, l'un des nombreux objets apparemment inutiles qu'il transportait, et mesura la largeur des empreintes. Fine, peut-être féminine, mais pas certainement. Il se retourna vers la maison. À l'intérieur, le dîner était servi dans un silence froid et poli. Poirot, toujours ponctuel, arriva avec une certaine élégance en retard, non par manque de respect, mais pour voir ce que les autres diraient en son absence. « Monsieur Poirot, » dit tante Lénora, sa voix portant de l'autre côté de la table, « j'espère que vos investigations s'avèrent éclairantes. »« Ils commencent à projeter de longues ombres, » répondit Poirot. Anthony grogna. « Nous sommes tous prisonniers, ici. » Pas de réponse. Juste des soupçons. Poirot le regarda attentivement. Le soupçon est le miroir de... La culpabilité, monsieur Devenish? Certains reculent devant leur reflet. D'autres l'étudient de trop près. Clara, assise entre Daphné et Rigby, dit doucement. « As-tu trouvé la clé ?» La pièce devint silencieuse. Poirot plia sa serviette. « Non. »
mais je crois que je le ferai. Et quand ce sera le cas, il me dira de quelle main il a eu peur. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'amis, Poirot posa le dessin d'ombre sur le bureau à côté de lui. Il le fixa de nouveau. La silhouette se tenait devant une arche, mais ce n'était pas n'importe quelle porte. La forme lui était familière. Il ouvrit un livre de plans de maison que Finchley avait acquis aux archives du comté. C'était là l'arche du dessin. Il s'agissait d'une partie des ruines de l'ancienne chapelle, située à l'arrière du domaine, abandonnée depuis des décennies. Le tueur avait envoyé un message à Horace Devenish. Un lieu, une ombre, et peut-être, juste peut-être, un secret enterré avec lui. Chapitre 5. Les ruines et le mur, murmurant l'aube à Hunter's Edge, étaient teintés de givre. Les pelouses miroitaient sous un fin voile argenté et les arbres nus crépitaient faiblement dans le silence. Poirot, déjà réveillé, se tenait à la fenêtre de sa chambre d'amis, observant le jardin avec le calme d'un homme attendant le lever du rideau. Au moment où la maisonnée s'est réveillée, il avait déjà pris sa décision. Quelque chose l'appelait au-delà de la maison principale. Pas un bruit, mais un silence. Celui qui ne demande qu'à être rompu. Les ruines de la chapelle. La silhouette du dessin d'ombre avait été placée délibérément au pied d'une arche, non pas symbolique, mais d'une forme architecturale, spécifique. Poirot l'avait vue sur le vieux plan du domaine, à côté des plans de la maison principale. La chapelle en ruine n'avait pas été utilisée depuis plus de 80 ans, ses pierres étant désormais envahies par le lierre et le temps. C'est là qu'il commencerait. À 8h30 précises, Poirot et l'inspecteur Finchley quittèrent le chemin principal, passèrent la dernière haie taillée et pénétrèrent dans les terres envahies par la végétation de Hunter's Edge. Les ruines de la chapelle émergèrent lentement, telle une épave à moitié submergée par les ronces. Seule subsistait la façade squelettique, une arche brisée, quelques piliers survivants et un muret désormais recouvert de mousse rampante. Un oiseau surgit des arbres et survola les lieux à leur approche. « Pourquoi ici ?» demanda Finchley en resserrant son manteau. « Cet endroit est mort. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Exactement. Et dans la mort, parfois, on parle plus honnêtement. » Il enjamba une pierre basse et s'approcha de l'arche. Elle se dressait haute, ancienne, dernier fragment encore debout de ce qui avait dû être autrefois une fière structure. Poirot désigna la base. Là, partiellement masquée par la mousse et le temps, se trouvait une sculpture, une seule lettre, V. « V pour Val ?» demanda Finchley. « Peut-être, » murmura Poirot. « Ou vengeance, ou Victor, ou peut-être simplement 5. Mais ce n'est pas la gravure qui compte, c'est l'emplacement. » Il s'accroupit et examina la pierre. « Vous voyez, la terre a été remuée récemment. Des empreintes fraîches. » Finchley se pencha. Ça pourrait être des jardiniers, des animaux. Non, non, regardez l'espacement. Un homme se tenait là. Il se tenait là, toujours. Pendant un certain temps, son poids s'est enfoncé dans le sol. Poirot se retourna lentement. Et là, ce mur. Tu vois sa forme ? Finchley plissa les yeux. C'est courbé, exactement. Pas un mur murmurant.
construit avec une courbure permettant à deux personnes de se parler de chaque côté et de s'entendre, même à voix basse. Une vieille astuce de l'architecture religieuse. Finchley passa sa main le long de la pierre. Donc quelqu'un a rencontré Horace Devenish ici, ou avait prévu de le faire. Discrètement, secrètement. Poirot hocha la tête. Et l'ombre qui se dessinait, ce n'était pas une menace, c'était un souvenir, ou une convocation. Il s'est passé quelque chose ici, autrefois, il y a des années, et quelqu'un voulait que M. Devenish s'en souvienne. Finchley fronça les sourcils. Alors pourquoi le tuer? Poirot repoussa une feuille de la mousse. Parce que se souvenir de la vérité est parfois l'acte le plus dangereux qui soit. De retour à la maison, le petit déjeuner fut tendu. Poirot, inhabituellement silencieux, ne mangea qu'un demi-croissant et but son café tiède. Son regard parcourut chaque visage assis à la table. Anthony Devenish était de mauvaise humeur, et il remarqua à peine la présence de Poirot. Tante Leonora tenta une conversation polie, mais elle fut accueillie par des regards froids. Clara répondit à chaque question avec précision. Daphné parut à nouveau fragile, même si Poirot remarqua que ses mains étaient désormais fermes. Trop fermes, seul Marius Vail semblait inchangé, coupant une pomme avec une indifférence calme. Après le repas, Poirot s'approcha discrètement de Clara. « Mademoiselle, puis-je vous poser une question? Votre oncle a-t-il déjà mentionné un événement survenu dans les ruines de la chapelle ?» Clara parut surprise. « Les ruines? Non, il les détestait. Il avait dit un jour que l'Église n'avait pas sa place sans justice. Je m'en souviens très bien. » Et a-t-il jamais parlé d'un homme nommé Victor? Ses sourcils se froncèrent. « Victor? Non, jamais. Pourquoi? » Mais Poirot se contenta de sourire. « Juste une petite curiosité. Je suis toujours à l'écoute des échos. » Poirot demanda ensuite une brève rencontre avec Marius Vail. Dans la véranda, de tous les endroits, Marius entra, observant avec un détachement froid la chaise où Horace Devenish avait trouvé la mort. La tache de sang avait été nettoyée depuis longtemps, mais son spectre persistait dans son regard. « Monsieur Vail, dit Poirot, vous êtes un homme de loi compétent. Vous comprenez que les mots, surtout écrits, sont souvent plus dangereux que n'importe quelle arme. » Marius sourit faiblement. « Monsieur Poirot, m'accusez-vous de m'être coupé avec du papier ?» Poirot ne sourit pas. « Vous connaissiez Monsieur Devenish de la cour ?»« Ce sont nos pères qui l'ont fait, pas nous. Je n'ai rencontré Horace que 2 fois avant cette visite, et pourtant il t'a invité ici. Oui, je crois qu'il aimait voir le potentiel des jeunes esprits. Ou peut-être voulait-il nous évaluer ou manipuler. C'est possible. » Mais je dirais que c'est ton domaine, pas le mien. Poirot s'autorisa un léger hochement de tête. Touché. Et dites-moi, saviez-vous qu'il conservait des dossiers personnels sur ses invités? Des secrets? Le sourire de Marius s'estompa légèrement. J'avais entendu des rumeurs. Un certain talent pour l'influence, disons. Poirot l'observa attentivement. Un tel pouvoir vous serait-il préjudiciable? Marius soutint son regard droit dans les yeux. Rien de mon passé n'impressionnerait Monsieur Devenish. Je vis dans le présent. Poirot se pencha en avant. Et maintenant, monsieur, où étiez-vous entre 7 et 8 heures hier matin? Dans ma chambre.
endormi. Seul? Oui. Personne ne peut le confirmer? La mâchoire de Marius se crispa. Non, je ne m'attendais pas à être suspecté. Tout le monde est suspect, monsieur Veil. L'innocence n'est pas un passeport, c'est une énigme à résoudre. Il laissa les mots en suspens. Marius ne répondit pas. Ce soir-là, Poirot se retira dans sa chambre et commença à mettre ses pensées en ordre. Il débarrassa le bureau de ses ornements et étala ce qu'il savait, une pièce fermée à clé. Une clé manquante. Une blessure de précision, sans difficulté. Un document manquant. Le dessin de l'ombre. Une chapelle en ruine, un sillage de parfums et de chaussons de soie. Une femme effrayée qui ne se souvenait pas de ses rêves. Un homme dont le charme était blindé. Puis, on frappe à sa porte, il l'ouvrit et trouva Clara, Devenish, pâle et grave. « Je me suis souvenu de quelque chose, » dit-elle. « Entrez, mademoiselle. » Elle était assise raide dans le fauteuil. « Il y a 2 nuits, avant le meurtre, je revenais de la bibliothèque après minuit. J'ai vu quelque chose. Poirot se pencha en avant. Oui, j'ai vu Marius. Il était près de la porte du jardin. On aurait dit qu'il essayait de l'ouvrir, discrètement. Et l'a-t-il fait? Je ne sais pas. J'avais peur. Je me suis échappé avant qu'il ne me voie. Poirot croisa les mains. Merci, mademoiselle. Vous venez peut-être de déplacer une très grosse pièce sur l'échiquier. Elle se leva pour partir. À la porte, elle s'arrêta. Monsieur Poirot? Oui. Je ne pense pas que Daphné soit aussi impuissante qu'elle en a l'air. Poirot hocha lentement la tête. Moi non plus. Alors que l'horloge sonnait 11 heures, Poirot regarda une fois de plus vers les ruines de la chapelle. La vérité commençait à se dérober sous ses pieds. Des secrets anciens et nouveaux surgissaient de leur tombe. Et quelque part dans cette maison, le tueur observait, attendait. Mais Poirot, lui aussi, regardait. Et l'ombre, elle avait déjà commencé à prendre forme. Chapitre 6. Le gardénia et le loquet de vers l'air matinal étaient vivifiants et, pour une fois, le ciel au-dessus de Hunter's Edge était serein. Une douce nappe bleue s'étendait sur les toits et les arbres, tel un voile de soie. Mais pour Hercule Poirot, le temps n'était qu'un effet cosmétique. Sous le calme, quelque chose bougeait. Ce n'était pas seulement le mystère d'un meurtre dans une pièce fermée à clé. C'était autre chose. Une guerre silencieuse de regards. À la table du petit déjeuner, des silences stratégiques, une chorégraphie de politesse qui masquait désormais chaque mot et chaque mouvement. La maison était entrée dans sa deuxième phase. Non plus le deuil, mais la dissimulation. Aujourd'hui, il se concentrerait sur le joueur le plus insaisissable de tous, l'objet qui manquait. La clé et le parfum. En milieu de matinée, Poirot se tenait de nouveau dans la véranda, tournant lentement sur lui-même. La lumière du soleil filtrait différemment, projetant des ombres plus franches. Là où régnait autrefois le silence, la maison craquait et murmurait de vie. Poirot s'agenouilla près de la porte vitrée qui menait au jardin et passa ses doigts le long du verrou intérieur, en laiton. « Inspecteur » appela-t-il. Finchley Apparut derrière lui, les bras croisés. « Vous avez fait 10 fois le tour de cette pièce. »
Vous avez trouvé votre meurtrier dans le lierre, n'est-ce pas? Poirot sourit faiblement. Non. Mais j'ai trouvé quelque chose sur lequel vos yeux n'ont pas voulu s'attarder. Il a pointé du doigt. Vous voyez le loquet ici, juste en dessous du pêne. Finchley s'accroupit. Oui, il n'est pas endommagé. Pas tout à fait. Observez. Une minuscule fissure dans le loquet intérieur. Très bien. Cela n'empêche pas la porte de se verrouiller, mais cela la rend clôture de l'extérieur. C'est possible. Finchley cligna des yeux. Tu penses que le tueur est sorti par ici après le meurtre? Ou avant, dit Poirot. Peut-être ont-ils mis en scène le corps, ou remplacé quelque chose. Quoi qu'il en soit, la serrure était pas aussi sûre qu'il paraissait. On nous a fait croire que c'était une étanchéité parfaite, mais même la perfection ment. Il se leva et tourna son regard vers le coin de la véranda où un groupe de plantes tropicales se dressait dans de lourdes jardinières en pierre. Le sol sous elle était tapissé de mousse et d'écorce, soigneusement disposées pour retenir l'humidité. Et niché là, niché, ni caché, ni visible, se trouvait un mouchoir blanc froissé. Poirot le récupéra avec des pincettes. Un délicat carré de lin brodé légèrement humide, sans initiale, mais indéniablement parfumé. Finchley s'approcha. « Est-ce que... » Gardenia, dit doucement Poirot. Ils ont appelé la femme de ménage Lily pour l'interroger. Elle se tenait dans le couloir, nerveuse, et pinçant le coin de son tablier. « Je n'ai rien pris, monsieur, » dit-elle aussitôt. Poirot sourit doucement. « Non, non, mademoiselle, nous ne vous accusons pas. Nous vous demandons simplement qui dans la maison porte le parfum Gardenia ?» Lily se détendit légèrement. « Mademoiselle Daphné, monsieur, elle est la seule. Aucun des autres. Non, monsieur, pas madame Devenish, elle porte du violet. Clara ne porte pas de parfum du tout. » Poirot hocha la tête. « Merci, Lily. Une dernière question. Mademoiselle Daphné est-elle descendue cette nuit ?» La fille hésita. « Je l'ai vue une ou deux fois, pas depuis des jours cependant. La dernière fois, c'était il y a 2 nuits. Elle était en robe de chambre, à la dérive. On aurait dit qu'elle était somnambule. Je ne l'ai pas dérangée. Où était-elle? Près de l'escalier de service, près de l'ancien couloir des domestiques. » Poirot échangea un regard avec Finchley. « Merci, c'est tout. » Dans le salon, Daphné lisait un petit recueil de poésie. Elle leva les yeux à l'entrée de Poirot, le visage pâle mais calme. « Vous avez l'air fatiguée, mademoiselle, » dit-il doucement. « Je suis habituée à la fatigue, » répondit-elle. « Malgré tout, vous avez été actif, peut-être plus que vous ne le pensez. » Elle n'a rien dit. Poirot fouilla dans sa poche et en sortit le mouchoir contenu dans un sac scellé. « Est-ce que cela t'appartient ?» Elle le fixa pendant un long moment. « C'est possible. On l'a trouvé dans la véranda. » Je ne me souviens pas d'y être allé. Le ton de Poirot changea légèrement. Et pourtant, votre odeur était là, la même qui flotte dans le couloir, la même qu'un domestique sentait avant l'aube, la même que... Il s'arrêta. La voix de Daphné était tendue. « Tu crois que je l'ai tué, n'est-ce pas ?» La réponse de Poirot fut calme. « Je crois, mademoiselle, que quelque chose nous est caché. »
soit par vous, soit de vous. » Elle se leva brusquement. « Je ne voulais pas venir ici, » murmura-t-elle. Marius a insisté. Il a dit qu'Horace nous devait quelque chose. Mais, dès mon arrivée, j'ai eu l'impression que la maison me détestait. Poirot se leva avec elle. « Vous avez des souvenirs que vous ne souhaitez pas conserver. C'est clair. Mais soyez prudente, mademoiselle Daphné. L'esprit qui oublie trop bien laisse souvent son corps derrière lui. » Poirot trouva Marius Valle dans la salle de billard, en train de s'entraîner à faire une pause. « Je suppose que vous êtes venu me demander si je porte du parfum pour femme, » dit Marius sèchement. « Non, je suis venu vous demander ce que vous faites avec Monsieur Devenish vraiment était. » Marius se redressa. « C'est audacieux. Le meurtre aussi. » Marius détourna le regard. « On voulait un dossier d'il y a 20 ans. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Une affaire judiciaire ? » « Un litige concernant la garde des corps, entre notre père et une femme nommée Eugénie Martel. L'enterrement a eu lieu discrètement. Monsieur Devenish a supervisé l'opération. Poirot resta silencieux un instant. « Et quel intérêt aviez-vous dans cette affaire ?» Marius soupira. « Daphné n'est pas ma sœur germaine, Poirot. Elle ne l'a jamais su. Notre père a eu une liaison... Eugénie, quand ça s'est terminé, il y a eu un enfant. Devenish a statué contre elle. Il lui a enlevé l'enfant. » L'esprit de Poirot s'éclaira. « Alors, Daphné ?» Marius hocha la tête. « Ce n'est pas ma sœur par alliance, pas par le sang. Mais elle fait partie de ma famille. Et M. Devenish le savait, il nous le rappelait constamment. » Poirot s'assit lentement sur le bord de la table. « Alors dites-moi, monsieur, votre sœur savait-elle la vérité ? Je le lui ai dit il y a 3 jours, après le dîner. Elle était anéantie. A-t-elle confronté M. Devenish ? Elle s'est tue. C'est sa façon de faire. Elle se replie. Elle recule. » Poirot resta silencieux un long moment. Puis, « Vous comprenez, bien sûr, que ce mobile vous entoure tous les deux. Non pas la vengeance, mais la honte et la reconquête de la vérité. » Le visage de Marius s'assombrit. « Si tu penses que je tuerai un homme pour un passé que je n'ai pas créé, alors tu m'as complètement mal compris. » La voix de Poirot était calme. « Pas mal compris, monsieur. Juste clarifier. » Ce soir-là, Poirot se rendit de nouveau seul à la véranda. La verrière scintillait dans la faible lumière, et le souvenir du sang semblait planer juste sous le plancher. Il se tenait devant la chaise, en osier. Le pêne avait été déplacé et réparé l'année précédente. La fissure dans le loquet pouvait exister depuis des mois, mais le défaut de la porte était désormais connu. Il s'est retourné. Derrière l'une des fougères en pot, juste sous le rebord de la fenêtre, en bois, il vit autre chose, pas une clé, une allumette. Poirot le souleva et l'examina. Marque française. Cher. Il le tourna entre ses doigts, puis sourit faiblement. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « tu as éclairé le chemin, espèce de petit imbécile. » Chapitre 7. Le feu avant la chute. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Hunters Edge s'embrasait de rouges et d'or surnaturels, un coucher de soleil de peintre, furieux et magnifique. Il projetait de longues ombres sur la pelouse,
les haies et enfin sur la fontaine de pierre près de la serre, où se tenait maintenant Poirot, une allumette tournant entre ses doigts. Il l'avait trouvée près du pot de fougère, une simple allumette de fabrication française, délicatement ouvragée et bien trop raffinée pour les besoins utilitaires d'une propriété de campagne. Poirot connaissait la marque, éclat noir, des allumettes de luxe vendues uniquement dans des boutiques, sélectionnées généralement à Paris ou à Bruxelles. Le genre d'objet qu'un homme fier de son esthétisme emporterait dans un écrin en argent. Pas par exemple Monsieur Horace Devenish, et probablement pas Daphné Val, ceux qui ne laissaient qu'un seul homme. La salle de billard était déserte lorsque Poirot entra, mais pas pour longtemps. Quelques instants plus tard, Marius Veil entra avec l'assurance d'un habitué du public. Sa cravate était desserrée, ses manches légèrement retroussées, image d'une élégance décontractée. Mais Poirot vit la tension dans ses jointures, le regard furtif de son regard. « Monsieur Val, » dit doucement Poirot, « puis-je vous offrir un moment d'honnêteté ?»« On est obligé ?» répondit Marius d'un ton léger en se versant un verre. J'appréciais plutôt l'ambiguïté. Poirot ne sourit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit l'allumette dans sa petite enveloppe à preuve. Marius s'immobilisa. « Je suppose que vous vous demandez où je l'ai achetée, » dit-il après une pause. « Je le sais déjà, le éclat noir comptoir chez Legrand à Paris. On vous a vu en acheter il y a 3 semaines. Par coïncidence, j'étais là aussi. Je remarque les petits détails. »« Et tu crois que j'ai utilisé celui-ci pour allumer un feu ?» demanda Marius, la voix toujours posée. « Je crois que tu l'as utilisé pour allumer une bougie. »« Une bougie ? Oui. »« Dans la véranda. Voyez-vous, les allumettes utilisées par M. Devenish étaient des allumettes de cuisine courantes. Celle que vous avez laissée est à vous, et une légère odeur de cire d'abeille persiste près de l'accoudoir du fauteuil en osier. » Marius détourna le regard. « Alors j'ai allumé une bougie. Pas vraiment criminel. » Poirot baissa la voix. « À moins que ce ne soit pour lire quelque chose, dans le noir. » Marius rit un instant, sèchement. « Tu crois que je suis entré, par effraction, pour lire des histoires aux cadavres ? Non. Je pense que tu es revenu pour récupérer quelque chose, et tu avais besoin de voir. » Le rire s'est éteint. « Je suis revenu, » dit Marius lentement, « parce que, je savais-il, tenait des dossiers. Je pensais que si je trouvais la clé du placard, j'en apprendrais davantage sur l'affaire, sur ma sœur, sur sa mère. Et toi ? Non, rétorqua Marius. Il était déjà mort, et la clé avait disparu. Poirot s'approcha. Vous admettez avoir été dans la véranda après le meurtre. Je l'ai trouvé, j'ai paniqué, je suis parti, c'est la vérité. Non, dit doucement Poirot, c'est Partiède la vérité. Mais que s'est-il passé avant ? Pourquoi, monsieur Val, êtes-vous vraiment venu dans cette maison ? Ni par curiosité, ni par politesse. Marius vida son verre. Pour la justice, dit-il froidement, pour une mère enterrée, sans son enfant. Plus tard, dans la soirée, Poirot se promena dans les jardins avec l'inspecteur Finchley. Les torches avaient été allumées, de rares lampes à huile, anciennes qui bordaient les allées principales du domaine et vacillaient au vent. « Tu le crois ? demanda Finchley. « Je crois qu'il pense. »« Il dit la vérité, » dit Poirot. « Mais il omet ce qu'il ne veut pas savoir. » « Tel que… »
Sa sœur, répondit Poirot. Daphné en sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Tu penses qu'elle a menti? Je pense qu'elle aurait tenu. Ce qui, dans cette maison, est presque la même chose. Ils tournèrent un coin. Près de l'aile était trouvère Clara Devenish, appuyée contre la balustrade en pierre, regardant vers les arbres. Poirot la salua gentiment. « Mademoiselle, êtes-vous troublée ?» Elle le regarda avec des yeux fatigués. « Comme tout le monde, n'est-ce pas? Tu as été très calme, très contrôlée. Certains diraient froid. Le deuil, mademoiselle, a plusieurs facettes. Mais dites-moi, vous avez grandi dans cette maison, n'est-ce pas? Chaque été, je restais chez l'oncle Horace pendant que mes parents voyageaient. Je détestais ça à l'époque. Je déteste ça encore aujourd'hui. » Poirot pencha la tête. « Pourquoi ?» Elle hésita. « Il m'a fait peur. À cause de ce qu'il a dit? Non, à cause de ce qu'il savait. Horace Devenish collectionnait les secrets comme les timbres. Il posait des questions auxquelles aucun enfant ne devrait répondre. Il avait cette façon d'observer les gens. On se sentait décapé. Poirot attendait. Clara dit doucement. « Il m'a dit quelque chose l'été dernier. » Juste une phrase. Je ne l'ai jamais oubliée. Qu'est-ce que c'était? Elle baissa les yeux. « Tu regretteras plus ce que tu as fait à ton cousin que ce que tu t'es fait à toi-même. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Quel cousin ?» Mais Clara ne répondit pas. Elle fit demi-tour et retourna vers la maison. Cette nuit-là, Poirot demanda l'accès au couloir des domestiques, un passage étroit et sinueux qui passait derrière les chambres principales et reliait l'ancienne cuisine, l'arrière-cuisine et l'escalier du grenier. Peu d'invités connaissaient son existence. Il le parcourut lentement, percevant les courants d'air, la poussière, les échos, et tout au fond, au-dessus de l'arrière-cuisine, il trouva le vieux monte-plat. À l'intérieur, posé au fond, se trouvait un seul objet, une clé en laiton, polie, non marquée. Vieux Poirot le tint à la lumière de la lampe et sourit sinistrement. « Voilà, » et whispered. « Le fantôme a laissé son empreinte. Le fantôme a laissé son empreinte. » Chapitre 8. La clé qui ne devrait pas être trouvée. La clé de laiton reposait dans la paume de Poirot, scintillant faiblement à la lumière de la lampe comme une pièce de monnaie remontée d'un puits antique. Elle était plus lourde qu'il ne l'aurait cru, polie par le temps, son arc courbé en un motif de fleurs de lys orné, un style populaire en Angleterre, il y a un demi-siècle, mais inhabituel sur les clés modernes. C'était incontestablement vieux, mais plus important que l'âge était bu. Et Poirot, debout seul dans l'étroit couloir des domestiques derrière l'office, savait exactement où se trouvait cette clé. Pas seulement dans une serrure, mais dans la main de quelqu'un. Au lever du soleil, il se tenait de nouveau dans le bureau d'Horace Devenish, face à l'armoire vitrée restée fermée depuis le meurtre. La poussière sur l'étagère avait été soulevée. Rigby avait affirmé que Devenish gardait toujours la clé à 2 endroits, autour de son cou ou dans le tiroir à côté de son lit. Pourtant, il n'y en avait eu aucun. Cela avait été caché, pas égaré, pas oublié. Caché, Poirot prit une inspiration et inséra la clé. Cela s'est transformé en une résistance d'une vieille promesse. L'armoire s'est ouverte avec un clic. À l'intérieur,
des rangées soignées de chemises noires, reliées par un ruban, quelques enveloppes portant la mention « personnel ». Et au centre, posé seul sur un plateau de velours, se trouvait l'original dessin d'ombre. Poirot le souleva avec précaution. Pas de mots, pas de marque. Juste la silhouette austère d'un homme sous l'arche de la chapelle en ruine. Un souvenir, un avertissement, ou les deux. Mais les dossiers étaient bien plus révélateurs. Ils portaient des initiales CD, AD, DV, MV, ER, LD clair. Antoine, Daphné, Marius, Ewan Rigby, Lenora Devenish, un ensemble complet, Finchley. Entra dans le bureau juste au moment où Poirot dénouait le ruban du dossier marqué CD. J'ai trouvé la clé, alors, dit Finchley en regardant à l'intérieur. Où était-elle? Dans la cage du monte-plat au bout du couloir. Des domestiques. Finchley haussa un sourcil. Jeté? Non, dit Poirot en ouvrant la première page. Abaissé, caché. Caché là où personne ne regarderait. C'est la dernière erreur du tueur. Finchley expira lentement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Observation. Lettre. Extrait de témoignage. Monsieur Devenish, semble-t-il, se prenait pour un collectionneur de péchés, un fin connaisseur de la culpabilité. Il tendit à Finchley une feuille du dossier CD. On pouvait y lire « Clara Devenish, 1923 lettres de confession, écrites mais non envoyées. Contenu, confession d'avoir frappé son cousin Anthony avec une cravache à l'âge de 13 ans, ce qui lui a fracturé la main. Dissimulé par les parents. Cause présumée des douleurs nerveuses chroniques d'Anthony. Clara croit que la vérité est cachée. Elle est source de culpabilité. Finchley cligna des yeux. « Mon Dieu! Ce n'est qu'une blessure d'enfance, » dit Poirot. Mais pour Clara, c'est la racine d'une honte lente et silencieuse, et pour Horace, la laisse parfaite. Finchley tendit la main vers le dossier suivant. D.V. Daphné. Val, 1928 acte. De naissance attribuée à Eugénie Martel, Paris. Litige réglé à huis clos. Enfant retiré à sa mère pour cause d'instabilité mentale. Juge-président H. Devenish. Document d'adoption scellé. Daphné n'a jamais rien dit. Risque psychologique élevé en cas de révélation sans précaution. Finchley l'a lu 2 fois. Il le savait. Il a présidé le procès qui l'a séparé de sa mère. Poirot hocha la tête d'un air sombre, et il conserva le dossier dans ses archives privées. Finchley est passé au dossier suivant. A.D. Anthony Devenish. 1929 dettes de jeu réglées en secret par son oncle. 3000 Rs. Remboursés par la vente forcée des terres familiales. Anthony s'irrite de l'emprise de Devenish. Il l'a menacé verbalement, par plaisanterie et par colère. Lettre au bookmaker interceptée par le personnel de la maison. Devenish en a conservé une copie. Poirot murmura. Chacun avec un mobile, et aucun sans savoir que les autres étaient également pris au piège. Finchley ouvrit le dernier dossier. Urgence. Mais c'était vide. Les deux hommes se regardèrent. Poirot whispered « C'est curieux ». Finchley hocha la tête. « Il l'a enlevé. » « Ou quelqu'un d'autre l'a fait, » dit Poirot. Après le meurtre, au milieu de la matinée, Poirot avait convoqué une réunion privée avec Ewan Rigby dans le bureau. L'homme avait l'air tiré, encore plus émacié que d'habitude, son sang-froid se fissurant sur les bords. « Tu as demandé à me voir, » dit-il, la voix coupée.
Poirot fit un geste vers l'armoire ouverte. Les dossiers, monsieur, chaque invité, chaque parent, leurs secrets préservés comme de vieux vins. Les yeux de Rigby se posèrent sur les dossiers, puis s'éloignèrent rapidement. Sauf le tien, dit Poirot. Rigby ne dit rien. Saviez-vous que votre dossier avait disparu? Non, dit Rigby prudemment. Sais-tu ce qu'il y avait à l'intérieur? Non. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. Monsieur Rigby, vous travaillez pour Monsieur Devenish depuis 9 ans. Vous étiez le seul autorisé à entrer dans ses appartements privés. Vous connaissiez l'agencement de... La maison, les serrures, les usages. Le ton de Rigby s'est durci. Tu m'accuses? J'observe, monsieur. C'est mon art. Les épaules de Rigby se crispèrent. Je ne l'ai pas tué. Le regard de Poirot s'aiguisa. Alors peut-être pourriez-vous me dire où se trouve le clé. Il était conservé dans l'armoire, car je ne l'ai trouvé ni dans le tiroir, ni sur lui, mais dans le monte-plat. Rigby finit par perdre son sang-froid. Je ne sais pas, je le jure. Il a dû le déplacer. Poirot ne dit rien. Puis, doucement, Tu le protégeais? Ou tu protégeais quelqu'un d'autre? La voix de Rigby était un murmure. J'ai brûlé mon propre dossier. C'est ce que tu veux entendre, n'est-ce pas? J'ai trouvé la clé après sa mort. Je suis entré dans le bureau. J'ai vu mon nom dans ce placard. Et j'ai paniqué. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. J'avais pour l'effacer. Poirot s'avança. Tu l'admets? Oui. Poirot hocha lentement la tête. Alors vous devez aussi admettre qu'en agissant ainsi, vous avez trafiqué une scène de crime et vous êtes donné l'impression d'être coupable. Rigby s'affala sur une chaise. Je ne l'ai pas tué. Non, répondit Poirot. Mais vous craignez d'avoir des raisons de le faire. Ce soir-là, Poirot demanda à tous les membres de la maison de se réunir dans le salon. Un silence s'abattit sur les invités lorsque le détective entra. Debout près de l'âtre, les doigts serrés, il scruta la pièce du regard, tel un juge. attendant le silence. Mes amis, commença-t-il, le moment approche où le meurtrier parmi nous sera révélé. Quelques halètements. Daphné tressaillit visiblement. Poirot poursuivit. J'ai trouvé la clé qui ne devrait pas être trouvée. J'ai lu les secrets qui ne devraient pas être écrits. Et j'ai vu les ombres passer silencieusement. Derrière, les portes verrouillées. Il s'est tourné vers chaque invité à tour de rôle. Pour vaincre Horace Devenish, il a fallu plus que de la haine. Il a fallu une opportunité et connaissance. Du loquet cassé de la porte, de ses habitudes, de ses peurs, et de la seule chose qu'il n'a jamais pu protéger, Poirot sortit le dessin de sa poche et le brandit. Son passé. Personne n'a bougé. Les yeux de Poirot brillèrent. Demain, dit-il, vous vous réunirez tous à nouveau, et la vérité, chaque parcelle murmurée, éclatera au grand jour. Chapitre 9. Le piège derrière la chaise en osier. Lendemain matin, froid et sans vent, le domaine se préparait à l'inévitable. Le calme de Hunter's Edge avait pris une nouvelle dimension. Non pas le silence du deuil, mais le silence qui précède la révélation. Un silence qui anticipait un nom. Poirot s'habillait avec un soin particulier.
Son costume 3 pièces gris était repassé à la perfection, ses chaussures vernies scintillaient comme des miroirs, et sa moustache emblématique était taillée avec une précision quasi militaire. Il avait choisi un mouchoir lavande pâle pour sa poche de poitrine. Un clin d'œil subtil au deuil, mais pas à la reddition. À 10 heures, tous les membres de la maison s'étaient rassemblés dans le salon, convoqués à la demande formelle de Poirot la veille. L'atmosphère était suffocante. Clara était assise près du piano, droite comme un piquet, les doigts crispés sur ses genoux. Anthony se prélassait près de la cheminée, une cigarette éteinte, entre les doigts, la mâchoire serrée. Tante Lénora s'essuya les yeux avec un mouchoir déjà humide, l'éclat de ses broches terni par la tension. Ewan Rigby se tenait raide près des fenêtres, comme s'il attendait d'être arrêté. Daphné, Veil, avait pris la chaise la plus proche du feu, le regard perdu dans le vide, enveloppé dans un châle pâle. Marius Val restait à ses côtés, une main posée sur le dossier de son siège pour la protéger. Poirot entra le dernier, suivi de l'inspecteur Finchley, un carnet à la main. Il s'arrêta près du foyer, son regard passant d'un visage à l'autre. « Mes amis, dit doucement Poirot, je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, nous dirons la vérité. Pas celle que vous avez répétée. Pas celle qui se cache derrière la loyauté familiale ou la peur. Mais celle qui demeure quand tout le reste s'effondre. Un temps de silence. Commençons donc par une chaise. Tout le monde le regarda d'un air absent. Poirot fit un geste vers la véranda derrière le salon. M. Devenish a été retrouvé assis sur une chaise en osier, parfaitement droit, parfaitement installé. Mais ce n'est pas là qu'il est mort. Une vague de confusion. Poirot poursuivit. Le motif du sang, l'angle de la blessure, l'absence de projection artérielle, tout cela raconte une histoire. La chaise était arrangée. Le tueur l'a placée là, post-mortem. Pourquoi? Pour vendre l'illusion de la sérénité, de la solitude. Mais un meurtre est rarement serein. Il se tourna vers Clara. « Mademoiselle Devenish, vous avez été la première à voir le corps, n'est-ce pas ?» Clara déglutit. « Oui, vous avez ouvert la porte de la véranda, celle dont on sait maintenant qu'elle a un loquet intérieur cassé. » « Oui. » « Tu n'as rien remarqué d'étrange ?» Elle hésita. Ça semblait trop calme, parce que le tueur l'a voulu ainsi. Poirot s'avança vers le centre de la pièce. Maintenant, passons à la la clé du placard, qui avait disparu du tiroir, près du lit de M. Devenish. Une clé que personne n'a pu retrouver. Il le tenait en l'air. Je l'ai trouvé. Dans la cage du monde plat, descendu là après le meurtre. Haletement, Poirot se tourna vers Ewan Rigby. « Monsieur, vous avez admis avoir trouvé la clé et avoir emporté votre dossier. » Rigby se tenait là, pâle. « Oui, j'ai paniqué. » Poirot hocha la tête. « Cette panique vous a blanchi du meurtre. Parce que lorsque vous avez trouvé M. Devenish, il était déjà assis. Mais la chaise, voyez-vous, n'a été déplacée qu'à Presles. Corps a été nettoyé. » Rigby parut stupéfait. « Alors qui ?» Poirot leva un doigt. Le véritable tueur connaissait l'existence du placard. Il savait ce qu'il contenait. Et il savait que si son secret était révélé, cela détruirait non seulement son nom, mais aussi un être cher.
Il se tourna maintenant, lentement, délibérément, vers Daphné Vell. Mademoiselle Daphné, dit-il doucement. Vous étiez encore somnambule la nuit précédant le meurtre. Elle cligna des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Je ne sais pas. mais quelqu'un a utilisé vos mouvements, votre parfum et même vos pantoufles, pour cadre-toi. Ils ont marché sur ton chemin. Ils ont laissé ton odeur. Ils ont planté ton mouchoir. Daphné regarda soudain Marius, perplexe. Mais pourquoi? La voix de Poirot s'adoucit. Parce que, chère mademoiselle, votre frère voulait vous protéger, même si cela impliquait de jeter temporairement des soupçons sur vous pour dissimuler ce qu'il avait fait. Marius se leva lentement. Tu as tort. Poirot hocha poliment la tête. Non, je ne le suis pas. Dois-je vous raconter ce qui s'est passé? Il se tourna alors vers le groupe, sa voix devenant plus forte. Marius Veil est venu dans cette maison non pas en invité, mais en mission. Il avait découvert la vérité sur la naissance de Daphné. Elle avait été enlevée à sa mère sur le jugement d'Horace Devenish en personne. Une affaire close et secrète. Marius voulait Des réponses. Il voulait se venger. Le visage de Marius était de pierre. Il a fouillé la chambre de M. Devenish 2 nuits avant le meurtre, mais n'a rien trouvé. Ainsi, ce matin-là, il s'est levé avant l'aube et est entré dans la véranda par la porte du jardin. Le loquet cassé lui a permis de fermer le verrou. De l'extérieur d'un simple geste, Poirot brandit alors les allumettes scellées dans sa pochette de preuve. Il a apporté une allumette, il a allumé une bougie, et il a affronté Horace Devenish. Poirot s'avança. Peut-être n'avait-il pas L'intention de le tuer. Peut-être s'agissait-il d'une lutte. Peut-être M. Devenish s'est-il moqué de vous, disant que l'enfant méritait d'être enlevé. Peut-être vous a-t-il dit que la mère de Daphné était devenue folle. Poirot marqua une pause. « Mais vous avez frappé ?» La bouche de Marius se serra, mais il ne dit rien. Poirot poursuivit. « Vous l'avez poignardé, proprement. Vous avez étudié l'anatomie. Le couteau était à vous, un couteau italien, un cadeau, conservé dans votre trousse de voyage. » La voix d'Antony rompit le silence. « Alors pourquoi déplacer le corps ?» Poirot se retourna. Parce que Marius savait qu'il avait besoin de temps. Il devait cadrer la scène. Il lui donna un air paisible. Il nettoya le sol avec une serviette retrouvée plus tard, sous les marches du jardin. Puis il remit le corps sur la chaise. Il se glissa dehors. Il retourna dans sa chambre. Il attendit. Poirot se tourna vers Daphné. « Et à ton réveil ce matin-là, tu te souviens avoir entendu des pas, une porte, Gardenia. Tu étais près de la scène, mais tu ne l'avais pas tué. Et Marius pensait que si la faute t'était imputée, il serait facile de la rejeter plus tard. La confusion lui donnerait l'occasion de détruire les dossiers. Daphné se tenait debout, regardant son frère. Est-ce vrai? Marius la regarda, son sang-froid finissant par craquer. Il a ruiné sa vie, dit-il doucement. Il détruit elle. Notre mère est morte seule, folle, honteuse. Et il était assis dans cette maison, comme un dieu. Il regarda Poirot. Je n'avais Rien prévu. Je l'ai vu là-bas ce matin-là et j'ai craqué. Poirot hocha lentement la tête.
et vous avez presque réussi. Mais la culpabilité, monsieur, c'est comme une allumette. Elle laisse toujours une odeur. La salle resta silencieuse lorsque l'inspecteur Finchley s'avança et posa une main sur l'épaule de Marius Vail. Il ne résista pas. Daphné resta assise, stupéfaite, les mains tremblantes, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose. D'invisible. Poirot se tourna vers les autres. La vérité est une lame, tranchante, douloureuse, mais nécessaire. Monsieur Devenish croyait qu'il fallait recueillir les péchés des autres. Finalement, ce sont les siens qui l'ont condamné. Il Se dirigea vers la fenêtre, contemplant les jardins et au-delà, la chapelle en ruine. L'ombre est entrée seule, oui, mais le passé, lui, ne revient jamais. Chapitre 10. La réflexion et l'adieu. Le salon se vida lentement, tel un théâtre après le rideau final. Le public, médusé, silencieux, s'éloigna en silence, sans applaudissements ni salut. Marius Vail n'avait pas prononcé un mot depuis la révélation. Il marchait calmement, presque doucement, aux côtés de l'inspecteur Finchley, tandis qu'on le conduisait hors de Hunter's Edge et dans la voiture de police qui l'attendait. Son expression n'exprimait ni triomphe, ni remords. Au contraire, elle exprimait l'air d'un homme qui avait enfin cessé de fuir quelque chose que lui seul pouvait voir. Daphné ne regarda pas son frère partir. Elle s'était retirée dans le petit salon immédiatement après la confession, son châle serré autour d'elle, malgré le feu brûlant. Lorsque Poirot entra quelques minutes plus tard, elle ne se retourna pas. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, les yeux fixés sur les flammes. Il ne me l'a jamais dit. Poirot ferma doucement la porte derrière lui. « Peut-être croyait-il qu'il vous protégeait, dit-il. Elle regarda par-dessus son épaule, l'air impassible. En assassinant un homme. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La pelouse était à nouveau argentée de givre et l'étang, au loin, était bordé de glace. « Mademoiselle, dit-il doucement, votre frère était un homme à double esprit. L'un était à moitié rempli de fureur vertueuse, l'autre d'un poids d'amour. » Elle se tourna lentement pour lui faire face. Pensait-il vraiment que me piéger me ferait du mal, Ed? Je ne crois pas qu'il ait voulu vous blâmer, dit Poirot. Il voulait seulement semer la confusion. Retarder, démanteler une scène sur laquelle M. Devenish était resté bien trop longtemps. Daphné cligna lentement des yeux. « Savais-tu que je dormais sous la fenêtre de la chapelle quand j'étais petite? » Je pensais que les ombres étaient des fantômes. J'en avais peur. Poirot pencha la tête. « Vous craigniez votre passé, mademoiselle. Mais ce n'était jamais la faute de l'ombre. » Elle esquissa un mince sourire. « Je crois que je vais rentrer à la maison, dans un endroit plus petit. » Poirot inclina la tête. Parfois, il faut quitter la scène pour se retrouver. Dans les heures qui ont suivi, la maison de Hunter's Edge s'est dégonflée. Anthony Devenish partit le premier, jetant sa valise à moitié pleine dans le coffre de sa voiture avec un grognement disgracieux. Il ne dit pas au revoir à Poirot et ne croisa pas le regard de Clara, qui se tenait silencieusement dans le couloir, les bras croisés. Tante Lenora le suivit peu après, ses sanglots désormais plus calmes, plus théâtraux, comme si elle aussi en avait assez de la comédie.
Clara s'attarda. Elle s'approcha de Poirot dans l'entrée, où il se tenait debout, inspectant une paire. De chiens Staffordshire en porcelaine sur une étagère. C'est vraiment fini? Demanda-t-elle. Poirot la regarda. L'affaire, oui. Les conséquences, jamais. Elle hocha la tête. Il m'a tout laissé, tu sais. Oncle Horace. La maison, le terrain, les comptes de succession. Poirot haussa un sourcil. Un héritage? Généreux. Cruellement cruel, répondit-elle. Je n'en veux pas. Je n'en ai jamais voulu. Alors donne-le. Clara avait l'air surprise. À qui? À ceux dont Horace Devenish a volé la voix, à ceux dont il a effacé les noms. Vous détenez désormais le pouvoir qu'il détenait autrefois, mademoiselle. La question est, saurez-vous l'exercer mieux? Elle l'étudia un instant. Puis il hocha la tête. Et il s'en alla. Poirot a passé sa dernière heure dans la véranda. La pièce avait été nettoyée à nouveau, le fauteuil en osier entièrement retiré. De nouveaux lys avaient été placés dans les grands vases en verre, et le parfum du gardénia, faible, fantomatique, persistait dans les coins comme une phrase inachevée. Il se tenait là où se trouvait autrefois la chaise, les mains jointes derrière le dos, et regardait par la fenêtre vers la chapelle, en ruine. Tant de choses avaient commencé là-bas. Une mère avait perdu son enfant. Un jugement avait été rendu. Un homme avait scellé un destin derrière du velours. Et de l'encre. Et un frère, des années plus tard, était revenu pour déchirer le cercueil de la vérité, non pas avec la raison, mais avec une lame. Poirot n'a pas excusé le meurtre. Il ne le ferait jamais. Mais il l'a compris. À la base, le meurtre n'a jamais été une question de mort, mais de désespoir. Et peu de choses étaient plus désespérées que le désir de réparer un tort enfoui dans le silence. Il se tourna pour partir et s'arrêta. Sur le rebord de la fenêtre, à côté d'une petite orchidée en pot, se trouvait quelque chose d'inattendu. Une nouvelle enveloppe. Il ne portait pas de nom. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée et une seule photographie. La photo était vieille, délavée. Une femme coiffée d'un chapeau à large bord, debout devant un palais de justice, un bébé dans les bras. Elle souriait, mais ses yeux étaient éteints. Au dos d'une écriture manuscrite, on pouvait lire « Eugénie, Paris, 1928 ». Elle méritait mieux. La lettre, écrite à la main dans une écriture forte et inclinée, n'était pas signée. « Monsieur Poirot, vous en aurez sans doute déduit que j'ai trouvé la photographie parmi les affaires d'Horace, il y a longtemps. Je l'ai conservée. Non pas parce que je croyais pouvoir défaire ce qui avait été fait, mais parce que je voulais me souvenir de son visage, le visage de ma mère. Maintenant que la tempête est passée, je souhaite prendre un nouveau départ. Mais je souhaite aussi me souvenir. Tu as dit que la vérité est une lame. Peut-être. Mais elle peut aussi être une lumière. Merci de me les avoir montrés tous les deux. Poirot plia le billet et le glissa dans la poche de son manteau. Dehors, le vent bruissait doucement à travers le lierre. Tandis que le taxi le conduisait sur le chemin de gravier, Poirot se retourna pour regarder la maison. Hunter's Edge se dressait fièrement sur le ciel hivernal, fier, blessé,
mais ne se cachant plus. Il murmura pour lui-même. Même les plus grandes maisons ne peuvent pas garder des secrets éternellement. Finchley, assis à côté de lui, rit doucement. « Tu dis ça comme si tu étais désolé, Poirot. Je ne regrette rien, mon ami. Je suis juste songeur. Et l'affaire? Satisfaisant? » Poirot haussa légèrement les épaules. Satisfaisant? Peut-être. Mais la justice, réelle, la justice ne porte pas toujours la robe. Parfois, elle porte le silence, il a ajusté ses menottes. Et parfois, un peu de gardénia.